On a vu, lors du premier MOOC, que le son était le produit d'une vibration dans un milieu de propagation. Cette vibration se caractérise par un battement que traduit une suite de pressions et dépressions autour d'un axe, telle la vaguelette déjà vue, produite par la chute d'une pierre dans l'eau. Le nombre de successions pression-dépression ou de battements sur un intervalle de temps définit la fréquence du son. Un peu comme le nombre de fois que passe un tram dans une heure définit la fréquence de son passage. Par exemple, 6 trams à l'heure. Pour le son, l'échelle temporelle est la seconde. Ici, 6 battements par seconde traduit un son d'une fréquence de 6 Hz, le Hz étant l'unité de mesure de la fréquence. Plus le nombre de battements par seconde sera faible, plus le son sera grave. A l'inverse, plus ce nombre sera élevé, plus le son sera aigu. La sirène est un bon exemple de cette variation de fréquence. Plus la vitesse de rotation sera élevée, plus le son sera aigu, voire très aigu, au point d'en être très désagréable. On comprend alors que plus il y a de vibrations par seconde, plus la longueur de chaque onde sera petite, ou plus grande à l'inverse. On détermine ainsi ce que l'on nomme la longueur de l'onde, lambda. Lambda égale C sur F. C étant la vitesse du son ou la célérité, telle que déjà abordée dans le premier MOOC, et F la fréquence. Ici, dans cet exemple, la longueur de l'onde est de l'ordre de 28 mètres. Au son aigu correspond une petite longueur d'onde qui sera rapidement piégée par les petites aspérités. Et au son plus grave, les grandes longueurs d'onde qui, en enjambant plus facilement les différents obstacles, participent à la perception des basses d'une musique lointaine ou d'une circulation. Pour revenir à la fréquence, notre oreille, tout du moins à la naissance, perçoit les sons dans une échelle théorique de 20 à 20 000 Hz. Mais c'est dans la partie de 50 à 10 000 Hz que la perception est la plus significative. À noter que l'âge venant, cette bande perceptive se rétrécit encore davantage et bien souvent plus rapidement chez les hommes que chez les femmes. Mais comment fonctionne-t-elle cette oreille? Pour le dire simplement, c'est une mécanique incroyable qui permet le passage d'une vibration produite dans l'air à celle d'une membrane, comme dans le cas d'un micro. C'est ici le rôle du tympan. Ensuite, cette membrane transmet cette vibration à de petits osselets qui, eux, vont la transporter jusqu'au liquide contenu dans la cochlée. Les variations de ce liquide vont mettre en mouvement des petits cils qui, eux, vont transmettre l'information au cerveau grâce à l'excitation de fibres nerveuses du nerf auditif. Et le cerveau, lui, il va traduire. C'est trop fort, je n'ai pas entendu, je n'ai pas bien compris, j'aime, je n'aime pas. Et là, se confondent encore une fois le monde de l'objectivité scientifique et celui de l'interprétation individuelle ou collective. Ce qu'il est utile de retenir, c'est bien l'importance de conserver au mieux le bon état de ces petits cils, les plus fragiles, qui sont soumis aux effets de la tempête, avec les sons trop forts, et également du vieillissement, car ce sont eux qui favorisent essentiellement l'intelligibilité du son. Perdus trop tôt dans le milieu du travail ou de la musique, ils induisent une mauvaise perception du son et de fait une mauvaise compréhension. On verra plus tard que ce point a une influence directe sur le choix des matériaux, que ce soit pour une salle de spectacle évidemment, mais également plus prosaïquement pour une salle de classe, une salle de réunion ou une simple salle à manger. Nous traiterons lors de la prochaine diffusion de la question bien délicate de la perception du niveau de bruit, sa mesure et son lien avec la fréquence.